la levée des couleurs en plein maquis. Un drapeau, il y en a de plus grand. Un mât, il y en a de plus haut. Mais ce mât, c'est une branche coupée vivante au tronc d'un arbre des sommets. Et parce que ce mât tordu est un prolongement de la terre, ce n'est plus un drapeau qu'il porte, mais le drapeau. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du maquis, en plein cœur du royaume de la Gestapo. Qu'elles aient traversé les 20 polices qu'entretiennent Himmler et Darnan sur notre territoire est en soi seul un miracle de courage et d'audace. L'autre miracle, c'est que, malgré les 20 polices et les troupes allemandes qui battent de leurs bottes nos villages, nos champs, nos chemins, les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le maquis, volontaires, toujours plus nombreux pour une vie toujours plus rude, par un, par deux, par trois, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. Les nouveaux arrivants bâtissent leur demeure eux-mêmes, demeure toujours provisoire, car si l'ennemi, vous le sentez bien, arrive ici, avec ses grenades et ses automitrailleuses, il ne doit plus trouver personne. C'est la loi du maquis, la menace permanente, et les Bleus l'apprennent dès leur arrivée, comme ils apprennent à tout faire. Car les maquis ne sont pas des refuges. Les maquis sont une armée régulière. Les maquis sont l'avant-garde des troupes de libération. Déjà en place sur le sol à libérer, une avant-garde au contact, souvent attaquée, qui parfois attaque et qui s'entraîne à attaquer. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère.
la vie secrète, violente, héroïque des cheminots pendant que la France vivait sous le couteau nazi, vous la connaîtrez dans le film qui a obtenu l'unique Grand Prix international du jury au Festival de Cannes et dont le réalisateur René Clément a été désigné par le même jury comme le meilleur metteur en scène international. Vous retrouverez dans ces scènes les visages que vous avez rencontrés parfois dans la pauvre lumière des gares occupées, que vous avez aperçus le long d'un remblai pendant ces haltes d'un train en pleine campagne. Vous connaîtrez le secret qu'abritaient les bureaux des gares, les voies de triage et les dépôts de locomotives, quand les hommes du rail furent entrés dans la plus ténébreuse et la plus immense conspiration de tous les temps. Vous découvrirez ce que fut la lutte contre l'ennemi présent et soupçonneux de ces hommes qui faisaient la guerre de leur métier, avec ces armes qui étaient les faux horaires, les roues arrêtées, les rails rompus. Bataille du rail, c'est le film qui vous dira sans grandiloquence et sans mensonge ce que fut authentiquement la guerre secrète. Bataille du rail, c'est le grand drame des hommes en guerre dans le monde des cheminots. Bataille du rail, une production de la Coopérative Générale du Cinéma Français, tournée avec l'appui de la SNCF et la collaboration de Résistance Fer et des Cheminots de France. Bataille du rail, le plus grand film mondial que vous devez avoir vu. L'immeuble est petit, mais chargé d'histoire. Le 21 juin 1943, un médecin, le docteur Dugoujon, ausculte ses patients dans ce cabinet. À 14h30, Jean Moulin et Raymond Aubrac arrivent. Ils ont une demi-heure de retard sur l'horaire prévu. Nous nous trouvons dans le cabinet du docteur Dugoujon, donc plus précisément dans cette pièce, dans la salle d'attente, où la bonne du docteur, Marguerite, qui leur a ouvert, les a installés, donc Jean Moulin, le colonel Schwarzfeld et Raymond Aubrac, dans la salle d'attente, puisqu'elle les a pris pour des patients, puisqu'ils sont arrivés et ont oublié de dire le code qui devait être « Je viens de la part d'André Lassagne » ou « Je suis un ami d'André Lassagne ». Après quelques minutes à peine, la Gestapo, Klaus Barbie en tête, arrête toutes les personnes présentes. Mais qui a trahi Max, alias Jean Moulin? René Hardy coordonnait des sabotages. Pendant l'arrestation, il est entravé avec une petite corde. Quand les autres ont des menottes, il va s'échapper très facilement. Les historiens se déchirent encore sur son rôle. L'ancien résistant a nié être le traître pendant ces deux procès. Une fois par un tribunal populaire qui s'appelle la Cour de justice, c'était pas de la rigolade. Et ensuite le tribunal militaire. J'étais acquitté 2 fois. Ça suffit pas, non? Des années après les faits, Raymond Aubrac avait encore du mal à envisager la trahison d'un des leurs. On est des équipes, on est des camarades, on a une très grande solidarité. On est une bande. Et on a beaucoup de mal à accepter que quelqu'un de la bande devienne un traître. Dans le mémorial, l'an dernier, 5300 visites ont été organisées, un chiffre en hausse chaque année depuis l'ouverture en 2010. La majorité des visiteurs sont des scolaires à partir du CM2 et des particuliers, souvent très émus.
vol noir des corbeaux sur nos plaines. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.